Ouais, c'est bon. Oui, donc je me souviens, quand tu arrives en première année à l'école, toi, Mélène, tu étais déjà en troisième et Marie-Laure, tu venais de finir. Oui. Et il démarrait le chantier. Voilà, il a démarré en 2003. Moi, j'ai fait l'été, un été Ouais, avant. c'est ça. Et moi, je suis arrivée en 2003 à l'école. Donc, ouais. Du coup, on démarre ou il y a encore Ben oui, quelqu'un? Ok. si Angélique vient, elle nous rejoindra. Oui, elle arrive dans 5 minutes. D'accord. Bon, est-ce qu'on se présente un petit peu? Ah bah oui, peut-être que tout le monde ne vous connaît On pas. ne connaît pas ou... du coup, voilà, on est associés, Mélène et moi. Depuis 2015, on est associés et avant ça, on était chacune. Donc, Mélène était à Saint-Étienne et moi, j'étais. En fait, après. Comment? Coucou. Ah oui, bon, bonjour. Angélique. Bonjour Angélique. Juste. On se présente. Donc, Mélène Lanoé, Marie-Laure Besson. Et on s'est connus en fait à Spilimbergo, là où aussi on a rencontré Véronique. Donc c'était dans les débuts des années 2000, 2003, 2002, 2003, on s'est rencontré avec Mélène. Et en fait, Mélène donc est allée à Lourdes en été 2003. C'est un chantier qui a démarré à cette époque. C'est Michel Patrizio en fait qui avait ce chantier. C'est pas du tout. Nous, on terminait juste l'école. On était finalement encore en apprentissage, parce que 3 ans d'école, c'est beaucoup, mais c'est pas finalement suffisant pour... voilà, il faut pratiquer. Et c'est vrai que ce chantier-là, moi, j'ai trouvé que c'était un chantier super bien après l'école pour mettre en pratique tout ce qu'on avait appris, et notamment approfondir aussi la connaissance de la couleur. Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi à ça. Et en fait, on est arrivé à Lourdes parce que moi, avant de faire l'école, j'ai fait un CAP de tournage. Et j'avais des stages à faire en entreprise. Et du coup, j'étais à Marseille. Et donc, j'ai fait mes stages chez Michel Patrizio. Et du coup, on est resté en contact. Et l'été, avant que Lourdes, que l'école reprenne, j'ai travaillé du coup 2 mois, les 2 mois d'été. Et après, j'étais en 3e année et du coup, il m'a dit ah, mais fais pas ta 3e année, viens travailler avec moi à Lourdes. Et moi, je lui ai dit non, moi, je veux finir l'école. Et il m'a dit trouve-moi des élèves qui ont fini l'école, qui travaillent bien, qui sont sérieux, tout ça. Et du coup, j'ai présenté Marie-Laure, qui venait de finir l'école. Et après, Marie-Laure est allée avec mon compagnon de l'époque, Julian Modica, qui est aussi mosaïste. On est partis tous les deux et il avait encore besoin d'une autre personne. Donc, il y a Ruth Scheibler qui est venue avec nous aussi, qui est aussi mosaïste. Peut-être vous la connaissez, elle s'appelle Minola. Elle a un site qui s'appelle Minoland. Voilà. Et donc, on a démarré ce chantier tous les 3 avec une 4e personne. Donc, vraiment au chantier avec Michel Patrizio qui s'occupait un peu toute la logistique, les relations avec l'architecte, avec le maître d'ouvrage, avec le site de Lourdes, et puis tout l'approvisionnement. Il faisait vraiment la gestion globale du chantier. Et puis nous, on était sur place, les petites mains, à faire tout le chantier. Donc, on va vous présenter des étapes. Et puis moi, du coup, je faisais ma dernière année à l'école. Et du coup, comme j'étais pas loin de Venise, je suis allée plusieurs fois chez Orsoni pour ils m'envoyaient les échantillons. Et du coup, j'allais sélectionner les matériaux. Quoi, on va vous faire voir après. Il y avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à travailler. Alors nous, on a restauré 5 chapelles. Je vais partager l'écran. 5 chapelles sur les 15. Donc, on n'a pas tout restauré, mais du coup, c'est des chapelles. On avait le fond et puis la voûte. Ça a pris quand même 2 ans et demi, quoi. En fait, il y a eu plusieurs entreprises qui ont travaillé sur ce chantier de restauration. Il y a eu Michel Patrizio, il y a eu la Socra, qui est aussi une grosse boîte française qui fait beaucoup de restauration, mais tout support, ils font autant de la pierre que du métal et que de la mosaïque. Et puis, il y a aussi l'école de Spilimbergo qui a fait une chapelle. En fait, voilà, il y avait ces 15 chapelles de la basilique basse. Là, vous voyez bien l'écran ? Oui. D'accord.
Donc, on voit la basilique basse. Il y a plusieurs sites, il y a plusieurs basiliques à Lourdes. Et donc, la flèche qu'on voit, c'est la basilique haute. Et nous, on était dans la basilique basse, donc les portes là qu'on voit devant nous. Et donc, c'est une organisation en chapelet. Donc, 15 chapelles qui décrivent le... il y a plus des scènes... Attends, qu'est-ce que c'est déjà ? L'Ancien Testament. Non, oui, enfin, il y a plusieurs... En fait, je crois que c'est le chemin de croix. Enfin, c'est la vie de Jésus, quoi. C'est plutôt le Nouveau Testament. Ouais. Et donc, il y a des scènes avec des personnages. Et après, il y a beaucoup de décors végétaux, stylisés, etc. Et donc, nous, on a la partie figurative et le Socra avait la partie plus décorative. Plus géométrique. Voilà. D'accord, géométrique, c'est-à-dire tous les motifs floraux qu'on voit sur les colonnes et tout ça. Frises. Oui, les frises. Voilà, tout ce qui était un peu plus simple. Mais c'est vrai que dans le... Bon, c'est bizarre, j'ai retrouvé un fichier de Lourdes. En fait, j'ai beaucoup d'images sur un DVD, mais j'ai plus de lecteur DVD. Ça n'existe plus là dans les... Je n'ai pas pu insérer le disque dans mon ordinateur, donc je suis sur... on n'a pas énormément de fichiers, et notamment pas énormément de fichiers des autres emplacements qu'on n'a pas restaurés, mais qu'on fait d'autres entreprises. Ouais. Alors, après, donc on peut faire le défilé. Oui. Donc, il y avait plusieurs types de pathologies. Donc, là, vous avez un exemple de lacune. Donc, la mosaïque est carrément tombée à des endroits, des petits morceaux, carrément des gros morceaux. Et c'est dû à une infiltration d'eau. Du coup, ça a fait décoller, ça a abîmé le support et du coup, les tesselles se décollent. C'est souvent On était sur le support, là. Alors, le support, il y a une maçonnerie, en fait. La chapelle pierre, est réalisée en pierre ou brique, ou voilà, ça c'est dessous. Mais ça, on ne le voit pas là sur l'image. Et après, il y a un mortier, il y a un enduit qui est posé sur la maçonnerie. Et sur ce mortier, ils ont posé la mosaïque. D'accord. Oui, c'est vrai que vous connaissez la technique en direct. Vous avez vu. Ouais. Donc, en fait, toutes les mosaïques ont été réalisées selon cette technique. Et je pense qu'il vaut mieux préciser. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi évident pour tout le monde. Mais on va voir après les photos. Tu peux parler en général. Ouais. En tout cas, la technique indirecte, c'est une technique qui permet de réaliser la mosaïque en atelier sur un support provisoire qui est du papier craft généralement. Et donc tout le dessin est reporté sur ce papier craft à l'envers. Ce dessin préparatoire est découpé en plusieurs morceaux, pas très grands, qui sont faciles à manipuler, 30-30, 40-40 maxi. Donc les tesselles, elles sont collées à l'envers sur ce papier et tout l'assemblage se fait sur place. Donc il y a deux temps. Il y a un temps d'atelier où il y a deux équipes, on va dire, peut-être. Un temps d'atelier où peut-être il y a plus de femmes. À l'époque, c'était des ateliers où il y avait beaucoup de femmes ou d'enfants qui travaillaient à la mosaïque. Et après, l'équipe des hommes qui posait tout ce qui était réalisé en atelier, qui assemblait ce grand puzzle sur place directement. C'est que la pose. Et les mosaïques de Lourdes ont été réalisées par Fakina. Du coup, c'est lui qui a inventé cette technique à l'envers. Et c'est une technique qui est une adaptation en fait, d'une technique de restauration. Fakina, il a travaillé à Lourdes. Il s'est inspiré des techniques des restaurateurs de Ravenne, les mosaïques de Ravenne, qui datent du 4e, 5e, 6e siècle, endommagées, étaient déposées du support par entoilage. On fait un entoilage, on peut décoller la mosaïque du support, la nettoyer et la reposer. Ça permet de conserver l'image, la mosaïque en l'état, la détacher du mur et la recoller. Donc lui, il s'est dit, mais pourquoi pas transposer cette technique, utiliser du papier et faire la mosaïque, créer la mosaïque selon cette technique. Parce qu'avant, les mosaïques travaillaient directement sur place, sur échafaudage,
directement dans l'enduit. Et cette technique a vraiment permis de raccourcir les temps de réalisation, en fait. Et puis de travailler plus confortablement aussi. Oui. Voilà, ce confort a permis d'être plus efficace et au lieu de passer 15 ans sur une église, on passe 5 ans. Donc, des coûts aussi diminués. Et ça a vraiment concordé avec une période où, fin 19e, début 20e, où il y a à la fois cette nouvelle technique qui arrive et puis des matériaux fabriqués un peu de façon toujours artisanale, mais précoupée. Donc facile aussi à installer, facile à mettre en œuvre, et ce qui a permis en fait une diffusion de la mosaïque. Et qui a travaillé sur le dessin en amont? Ouais, alors il y a le Pictor Imaginarius, c'est la personne qui fait le dessin, mais là en fait, moi là j'ai pas de nom à citer, mais chaque chapelle était réalisée par un artiste différent. Je pense que c'était comme des concours où il y a un artiste qui travaille sur le carton, le modèle, et après le mosaïste. Mais vous, pour pouvoir récupérer la mosaïque et la réparer, comment vous avez travaillé pour récupérer le dessin d'origine? Alors, des fois, je ne sais pas si tu vois pas, mais en fait, quand la mosaïque est tombée, en fait, les tesselles, elles sont imprimées dans la chaux, dans le Donc, des fois, on pouvait refaire les tracés. Il y avait les empreintes des tesselles, si vous voulez. Donc, on avait quelques lignes comme ça. Et sinon, on a fait... Ben voilà, là, vous voyez les relevés. Donc, on met des papiers calques. Et ce qui est possible d'apercevoir dans l'enduit, on le décalque. Et sinon, après, il y a eu un travail de recherche aussi d'archives. En fait, il y a des mais photos. Pas à Lourdes. En fait, précisément à Lourdes, ça dépend des lieux. Mais à Lourdes, on n'avait pas vraiment d'archives. Oui, il y avait des vieilles photos. Il y avait des diapos, voilà. On avait des diapos de mauvaise qualité où on pouvait juste apercevoir des silhouettes. Donc, ce qu'on a fait là, c'est que concrètement, on s'est pris en photo. Donc là, c'est Juliane, les bras de Juliane. On s'est vraiment littéralement pris en photo, pris comme modèle, et on a reproduit comme ça les dessins. Ou alors, autre technique, c'est d'aller chercher sur les autres chapelles qui sont bien conservées, des éléments qui pourraient nous servir. D'accord, des sortes de gabarits, en fait. Pardon. Oui, voilà, on s'est fait on a fait des relevés de différents endroits qu'on pouvait du coup utiliser pour combler les lacunes, pour compléter. D'accord. Voilà, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez ma petite croix là quand Oui. Vous voyez ce trait-là, donc ça correspond vraiment au tracé de la lacune. Donc ici, ça existe encore, ici, il n'y a rien. Donc nous, on fait le dessin, on invente un dessin cohérent ou on récupère ailleurs, enfin bref. Et donc ça, c'est sur le calque. Et ensuite, ce calque, il est retourné pour être reporté sur le papier à l'envers. Pour la lacune, en fait, quand on reprend la lacune, on revient. Voilà. Là, on pose le calque à l'endroit. Donc, on repère là où s'arrête la mosaïque, qui existe encore. On repart en atelier. Ça, c'est pas fait sur place, en fait, ce dessin. On repart en atelier, on fait nos photos, on fait nos inventions, voilà, on redessine et puis on retourne sur place voir si c'est cohérent. Et ce dessin, ce calque, ensuite, il est retourné, inversé et reproduit avec un papier carbone sur le craft. Voilà. Là, on voit une phase de dessin. Ah, la photo est... Attends, on peut la faire pivoter là. Voilà. Là, on voit, je dessine. Alors, vous voyez, là, j'ai dessiné d'après des cartes postales. Voilà, on avait ce recueil de cartes postales qui datait d'une certaine époque. Et là, à ce moment-là, la mosaïque devait être plus complète. Donc, je regarde à la fois la carte postale et j'invente. Moi, j'ai une question par rapport au règlement de restauration.
J'ai l'impression que ça Règlement, bouge pas mal. règlement, ça veut dire règlement, ça veut dire quoi? Les chartes, en fait, plutôt les chartes. Ah. Les chartes de restauration. J'ai l'impression que ça bouge pas mal et qu'il y a et je suis pas sûre qu'il y ait une charte mondiale parce que selon certains pays, ils vont interdire en fait d'inventer ou alors ils vont demander qu'il y ait une mise en évidence de ce qui a été restauré par rapport à l'ancien. Est-ce que vous aviez des contraintes ou Ça, c'est à la discrétion, on va dire, plutôt du maître d'ouvrage et de l'architecte. Ouais. En fait, il y a l'architecte des bâtiments de France qui vient superviser un peu. C'est pas forcément lui l'architecte en charge du chantier, mais il vient superviser et il peut décider oui, non, on refait comme ci, comme ça. Et ici, il fallait pas que ça se voit. Et voilà. Et comme c'est un lieu de culte, tous les lieux où nous on est intervenus, de toute façon, c'est 19e. La charte dont tu parles, il y a une charte de Rome, je sais plus de quoi elle date. Mais en tout cas, il y a des règles pour la restauration, mais qui concernent d'autres époques. Ouais, fin 19e, début 20e, il n'y a pas cette imposition, enfin, il n'y a pas de règles, par exemple, de mise en évidence de la lacune. Tu vois, on ne nous a pas dit mettez un fil rouge pour qu'on voit bien ce que vous avez refait et ce qui n'a pas été, ce qui est neuf et ce qui est ancien. On ne nous a pas dit ça. On nous a dit c'est un lieu de culte. Il y a des gens qui viennent prier. Lourdes, c'est énormément de pèlerins tous les ans. Ils veulent pas, ils s'en fichent à la limite ils veulent voir des images pieuses. Pour eux, c'est réellement, voilà, c'est un sens ces images et c'est pas un sens patrimonial, c'est plus un sens vraiment religieux. Ouais. Donc dans toutes nos interventions, pour l'instant, on nous a jamais dit on veut voir. C'est plutôt. De toute façon, on veut pas voir. C'est les matériaux encore. Ils sont pas complètement de même constitution parce qu'il y a 100 ans qu'on passait et on fabrique plus le verre comme les émaux il y a 100 ans comme aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, ça on pourra en parler aussi. Et puis voilà, on peut reproduire correctement les dessins. Voilà, tout ça, ça a été validé et donc on a fait disparaître les lacunes. Je vais passer avec la flèche comme ça. Ah non, c'est parce que lui, ça nous embête. Voilà. Ouais. Du coup, ça, c'était notre atelier. On était dans un espèce de... Comment c'était quoi ? C'était un espèce de lieu à côté de la basilique où il y avait plein de pièces abandonnées, voilà. Donc, on a investi les lieux. Et donc là, voilà, c'est le mur, on collait toutes les photos. Toutes nos lacunes à faire. Ouais, c'est chiant. Ouais. Ou tu peux faire comme ça, oui. Regarde. Là, c'était... Du coup, voilà. Donc, les étapes. Une fois qu'on a fait les relevés, il faut retrouver, et qu'on a fait les dessins, il faut retrouver les couleurs. Du coup, on prélève le tour de la lacune. Ah non, attendez, je reviens en arrière. Tac. Vas-y, enlève le truc là. Il faut mieux que tu cliques là, à gauche. Donc, par exemple, si je veux refaire cette lacune, là, je vais prélever une tesselle verte foncée, une tesselle verte... Vous voyez la flèche ? Oui, très bien. Une vert clair, les foncés, les roses, quoi. Je fais tout le tour. Je prélève, je mets des codes pour savoir où je les ai prélevés. Et après, hop, je vais sur notre échantillon et j'essaye de retrouver les couleurs qui... Ça, c'est tous les échantillons des couleurs qui existent aujourd'hui, qui sont fabriquées aujourd'hui. Donc, j'essaye de retrouver les couleurs les plus approchantes. Et après, on passe commande. Et des fois on ne trouve pas exactement la même. Donc, on s'en approche. Le plus possible. Donc, c'est ça. Pour réussir un peu à faire disparaître la lacune et qu'on ne la voit pas, c'est vraiment... le dessin, c'est important, mais je dirais que c'est presque la couleur qui est plus importante parce que finalement, à 18 mètres, 15 mètres, 6 mètres, l'œil ne perçoit pas la finesse du dessin, mais par contre, il perçoit bien les couleurs.
Donc, en fait, c'est une étape très importante de faire le bon choix de couleurs. Et les couleurs aujourd'hui, elles sont beaucoup plus pures. En fait, ce qu'on constatait des couleurs d'il y a 100 ans, c'est qu'elles sont un peu plus terreuses. Donc, sûrement, voilà, les compositions ont changé et aujourd'hui, les couleurs, elles sont épurées. Alors, est-ce que c'est la silice de base qui est plus pure? Est-ce que c'est voilà, peut-être que là, Véro, elle en saurait plus. C'est qu'il y a les pigments sont stabilisés en fait aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir des couleurs qui tirent vers les primaires. Ouais. Et donc, c'était pas idéal pour nous. Alors, il fallait, voilà, après, c'est des combinaisons, c'est des assemblages. Si on met telle couleur à côté de telle couleur, on va peut-être l'atténuer un peu. Des fois, on faisait des damiers parce qu'on n'avait vraiment pas, on avait une couleur trop rose, trop criarde. Et en même temps, comme il fallait la baisser, donc mettre un gris à côté. Enfin, voilà, il fallait vraiment être astucieux, quoi. Ouais. Et des fois, il valait mieux respecter le contraste que la couleur. Ouais. Peut-être que c'est le contraste qui est d'abord plus important, après la couleur et après le dessin, effectivement. D'abord, le contraste, c'est voilà, repérer l'ombre et la lumière et respecter ça. Après, s'approcher de la couleur et après, le dessin, voilà. Et c'est pour ça que c'était un super apprentissage. Enfin, ça perpétuait un peu, voilà, ça continuait notre formation parce qu'on a dû voir 300 couleurs. Il fallait qu'on analyse énormément de couleurs et on avait toujours besoin même d'être à deux pour dire mais au bout de 100 couleurs à regarder dans la journée, on ne sait plus la teinte. Et évidemment, la teinte, on la compare aussi. Une couleur regardée toute seule, on croit qu'elle est comme ça, mais en fait, comparée à une autre, elle devient bleue, verte ou rouge. On avait vraiment des hallucinations, quoi. Et puis, Mélène pouvait percevoir une couleur et moi une autre. Enfin, voilà, il fallait qu'on se dise, mais là, tu vois quoi? Enfin, il y avait vraiment... Oui, c'était un peu prise de tête. Mais... hyper intéressant. Mais ouais, c'était super. Ouais, ça on a vachement appris. Ouais. Alors, on passe. Donc là, c'est la première lacune qu'on a vue à l'envers. Donc là, c'est sortie d'atelier. Vous voyez le papier craft qui dépasse en haut là. Et tout ce qui est vert brillant, c'est l'or. C'est les tesselles d'or, elles sont vertes à l'envers. D'accord. La feuille d'or est sur le dessus de la tesselle. Là, c'est à l'envers. Et après, on a une photo de pose. Donc là, c'est retourné. Et donc, vous voyez, on ne va pas tout à fait jusqu'au bord de la lacune. On se met toujours un petit peu en retrait. Et comme ça, on fait les raccords sur place pour bien que les lignes se raccordent. Donc, voilà, au niveau temps, on faisait des périodes de dessin, enfin des périodes de relevé, des périodes de dessin et réalisation de mosaïques en atelier. Et puis, quand on posait, il fallait évaluer à peu près ce qu'on allait pouvoir faire dans la journée. Donc, je pense que cette lacune-là, par exemple, on a dû poser juste l'ange et faire les raccords de l'ange en une journée. Il ne faut pas laisser un raccord ouvert en fin de journée. Ouais. Il faut que la colle reste encore lavorable, j'allais dire. Travaillable. Ouais. Elle est souple, quoi. Souple, elle ne fait pas prise. Donc, avant qu'elle fasse prise, il faut avoir tout raccordé, nettoyer, jointer, relisser, etc. Il vaut mieux faire direct, on pose et après on fait les raccords internes. Et en fait, le bord, là, les pourtours, on fait après le lendemain. Oui, là, c'est pas important le fond. Mais ça, par exemple, il faut le faire tout de suite aussi. Voilà. Donc, et après, là, c'est une vue finie, restaurée. Donc, ouais, la lacune, vous vous rappelez, elle était là. On ne voit pas, hein. On voit pas, ouais, parce qu'en fait, on est à combien de mètres? Je sais pas, 10 mètres.
Au moins 10, non, je dirais même 15 mètres, 15 ou 18 mètres. Elles étaient assez hautes, ces chapelles. Ouais, donc on voit pas. Et puis, Non, mais on voit pas parce que c'est bien fait. Oui. Oui. C'est bien fait, c'est bien propre. Parce que oui, il y a eu toute une phase de nettoyage aussi. Oui, c'est vrai. Oui, la restauration, c'est aussi beaucoup de nettoyage. Beaucoup Ouais. d'huile de coude. Et de savon noir. Avec du savon noir, vous nettoyez? Ouais. Savon noir. D'accord. Rinçage à l'eau. Là, vous voyez un peu mieux comment on travaille à l'envers sur le craft. Avec tous les outils, la marteline, toutes les couleurs avec leurs petits codes. Tous les codes ici sont reportés. Il doit y avoir des codes aussi ici. Enfin bon, là, c'est l'auréole. Voilà. Pour calculer les quantités de couleurs à acheter, ça doit être un sacré casse-tête aussi. Les quantités, oui, de toute façon, oui, c'est sûr. Ouais. Après, nous, à cette période-là, on ne gérait pas du tout ça, justement. Ça, c'était Michel qui le gérait. Bon, maintenant, on le gérait. Et quand on fait un chantier, quand c'est une création, c'est pareil. Hein, il faut, en fait, il faut évaluer pour chaque teinte la surface que ça représente. Après, on sait que je sais pas, 1 mètre carré de mosaïque de 8 mm à peu près d'épaisseur, c'est 10 à 12 kilos, par exemple. Donc, on fait des prorata. Ouais. Par exemple, sur 1 mètre carré, il y a 15 couleurs et il y a 10% de ça, 15% de ça. Voilà. C'est des tableurs. Il faut faire des tableaux Excel. Ou tu utilises Mosaïsoft maintenant? Alors, peut-être. C'est le moment d'en parler. Voilà, donc là, c'est une autre... D'accord, donc ce qui est vert, c'est de l'or, toujours? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, c'est posé. Là, c'est posé, c'est la colombe. Là, vous voyez. Ah oui, on a oublié de dire un truc. C'est que, en fait, la lacune, tous les bords de lacune, on entoile. Là, vous voyez, il y a une bande un peu grise, là. C'est entoilé. En fait, c'est pour le temps qu'on refasse l'enduit. C'est pas nous qui faisions, mais le temps que l'enduiseur refasse les fonds et que nous, on refasse la lacune en atelier, on entoile le bord pour pas que les tesselles se décrochent. Parce que les bords sont très fragiles, en fait. Et c'est de la tarlatane, la toile. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver, une fois que votre travail est fait, avec une lacune qui se soit agrandie, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Là, vous voyez le visage qui était à l'envers tout à l'heure. Donc, c'est Ruth. Ah oui, c'est elle. Elle s'est dessinée? Ouais. Marie-Laure aussi, elle est où? Génial. Voilà. Là, c'est la route posée. Ah oui. C'est trop fort. Tu la reconnais? On voit son air. Ouais. C'est trop fort. Donc voilà la lacune qu'on a vu tout à l'heure de plus près. Ouais. Il reste un petit peu. Ah bah tiens, ça passe comme ça. Voilà, encore une mosaïque à l'envers. Qu'est-ce que... Ah oui, et des fois, on a désentoilé, vous voyez, le visage, là, il est à moitié refait, en fait. Toute la partie, là, est originale. Ça a été décroché, on l'a décroché. Parce qu'elle était en bon état. Ouais. Donc, on a collé de la toile, la tarlatane, on a arraché, retourné, nettoyé, dépoussiéré, enlevé l'enduit. Et après, on a complété, on a fait le bas du visage à l'envers. Arraché en tirant sur des morceaux de tarlatane qui dépassent, c'est ça? Ouais, avec un... En fait, tu utilises des lames d'acier, enfin des lames très fines. Tu peux faire ou nous, on les avait fabriquées ou Michel les avait fait faire. C'est juste de l'acier fin et on passe sous la mosaïque petit à petit. On tape, il faut le faire à deux.
Il y en a un qui tire un peu sur la tarlatane, qui décroche doucement la mosaïque pendant que l'autre casse l'enduit dessous, en fait. Ouais, ok. Que la mosaïque s'arrache facilement. Et après, voilà, faut faire très attention à pas... on l'arrache pas comme ça, ça s'arrache pas Et la comme tarlatane est collée sur la mosaïque avec quoi? C'est quoi c'est paraloïde, c'est une colle... c'est horrible, c'est des granules, oui. c'est acrylique et ça se dissout dans l'acétone. Donc c'est très, C'est toxique. très toxique. Et voilà, c'était des petites billes dures qui sont dissoutes, qui fondent dans l'acétone, voilà, et ça fait une pâte plus ou moins liquide, on peut la diluer plus ou moins. Et après, on applique ça sur la mosaïque, on met une couche de tarlatane, on en remet une couche, on fait 2-3 entoilages en gros. Et après, ça adhère très très bien. C'est costaud. C'est très costaud. Et après, quand on l'a recollé, on enlève ça avec la vapeur d'eau. La décolleuse à papier peint, à la vapeur. Et là, ça pue. Quoi, ça... Ouais. Puis vous respirez les vapeurs. Donc, dans le process, vous collez la mosaïque avec sa tarlatane. On en colle la mosaïque on va voir d'origine. Là, on va le voir poser. Non, mais c'est quoi que tu veux savoir quoi? Le procédé de quoi? Voilà. Pour enlever ensuite la tarlatane, c'est-à-dire avec la décolleuse, mais une fois que la mosaïque est sur le mur repositionnée et que tout est bien sec. C'est seulement à ce moment-là que vous enlevez la tarlatane. Oui. D'accord. Oui, il faut attendre que ce soit bien sec parce que même si on enlève la décolleuse à papier peint, il faut attendre longtemps. La chaleur dissout le produit et voilà, faut gratter, frotter. Donc, il faut que la mosaïque tienne bien au mur. Oui. D'accord. Donc là, on voit le portrait posé. Donc la partie entoilée et la partie refaite en atelier. Ensuite, voilà. La partie papier est enlevée, mais on laisse la toile. Là, il pose le bras. Donc voilà, le bras est posé, les deux bras sont posés et il y a encore la toile. On va faire le fond. Il y a toutes les lacunes à faire. Et puis, il y avait plein de petites tesselles d'or par-ci, par-là, dont la pellicule de verre avait sauté. Donc, on va les enlever au pic-pic, au burin, une par une, les remplacer. C'est un travail de fourmi. On n'a pas la photo. Et là, dans ces cas-là, quand vous faites une restauration sur une tesselle à un moment dans un fond, vous refaites l'enduit complètement derrière à l'ancienne? Non. En fait, nous, on n'a pas travaillé comme eux. On a utilisé d'autres colles, des colles compatibles. Voilà. Des colles compatibles avec la chaux. Et parce qu'en fait, on a utilisé des colles modernes qui se travaillent longtemps, qui sont souples, très collantes. Si on avait travaillé comme eux, je pense qu'on aurait un peu galéré. En restauration. Mais c'est sûrement possible, hein. Mais on aurait mis plus de temps. Peut-être un peu moins précis. Ouais. On n'a jamais fait ça. J'ai un souvenir quand je vous ai rejoint sur Notre-Dame de la Garde. Il y avait... je ne sais pas si c'est un faux souvenir ou un souvenir construit, mais je me souviens qu'on travaillait avec une colle, il semble qu'il y avait une sorte de fibre de verre dedans. Oui, il y a une fibre, c'est une colle fibrée. Voilà. C'était la même que vous utilisiez pour Lourdes? Oui. Elles ont quel avantage, ces colles fibrées? Elles sont plus résistantes. Parce que la fibre, ça fait comme un maillage à l'intérieur de la colle. Du coup, c'est plus résistant. Et donc, ce sont deux composants que vous mélangez? Non, elles sont prêtes. D'origine comme ça, oui. Déjà à l'intérieur de la colle. D'accord. On mélange à l'eau. On m'en a donné récemment, c'est pour ça que je posais la question. On t'a donné un sachet de fibres? J'ai mon gendre qui est carreleur et qui m'a donné un fond de sac de colle fibrée. Ouais, c'est bien. C'est solide, quoi. Oui, c'est costaud. C'est costaud. C'est bizarre comme texture, je trouve. C'est
Ça se lisse beaucoup. Enfin, c'est très souple, très. Ouais, moi J'ai trouvé ça différent. C'est il faut mettre un masque, hein, c'est de la fibre. Enfin, de toute façon, il faut toujours mettre un masque quand on manipule de la colle, mais pour les poussières, mais là, d'autant plus avec la fibre. C'est de la fibre de verre, c'est hyper toxique. C'est nocif, quoi. Ça, Moi, je m'interroge quand même sur la pertinence d'utiliser des colles aussi fortes, aussi solides, pour les nouvelles campagnes de restauration. Ouais. Je trouve, moi j'étais très gênée en fait par ce choix. Alors, moi, j'avais rien à dire parce que c'est pas moi qui dirigeais le chantier, mais j'étais gênée parce que je me suis dit que pour les suivants, ça pouvait quand même poser des problèmes. Mais bon. Oui, bah oui, complètement. Nous aussi, on y a pensé. Hein. Oui, et c'est d'ailleurs, effectivement, c'est un truc à. Si nous on menait ce genre de chantier, on aurait peut-être une autre approche aujourd'hui, effectivement moins pérenne, quoi, enfin moins définitive presque. Et c'est un bloc après le truc. Et d'ailleurs, on arrivait à bien décoller la mosaïque parce que c'était de la chaux et tous les sols qui sont réalisés en enduit, en chaux, ils sont faciles à restaurer. Et tous les sols qui sont collés à la colle ou au ciment, mais c'est du béton, c'est hyper dur et du coup plus fragile, plus cassant qu'un sol à la chaux ou qu'un mur en chaux parce qu'il y a une souplesse du matériau, une respirabilité, enfin une perspirance qui est supérieure. Et c'est sûr que on approuve ce que tu dis. Bon, après, en termes de mise en œuvre, c'est quand même beaucoup plus facile la colle que l'enduit, quoi. Bah oui. C'est une autre approche. Voilà, donc là, c'est d'autres lacunes. Bon, c'est un peu bête parce qu'on n'a pas de avant-après. On n'a pas trop d'images. Je suis désolée, on n'a pas retrouvé énormément de choses, mais bon. Et d'ailleurs, ça, c'est la dernière image qu'on va vous montrer. Non, c'est déjà pas mal. Vous disiez qu'elles étaient de mauvaise qualité, pas tant que ça, finalement. Bah, on comprend bien. C'est la lumière, après un peu jaune. Un peu jaune. Mais et ils sont où les visages? Eh ben, tu vois, il en manque en fait. Attends, je vais aller voir. Il en manque, on en avait se trouve dans ok. Et la Vierge Marie, elle a été restaurée aussi? La grande au milieu? La grande au milieu, ouais. Non, elle a été non. Non, parce que j'ai toujours trouvé un visage très diabolique quelque part. Ah oui, horrible. Carrément. Il y avait un peu. Là, vous voyez à nouveau les. Oui. Oui. Voilà, donc c'est. Je ne sais pas pourquoi elles sont ouvertes dans un autre dossier, mais là, c'est quelques détails des portraits. On voit les traces de salpêtre dans les joints. Ouais, ça, c'était une autre pathologie. Vous voyez les joints tout blancs? Voilà, c'est des traces là, la poudre. Ah oui. C'est des remontées de salpêtre. Et puis on voit la crasse, quoi. Donc effectivement, la restauration, c'est aussi beaucoup ça, hein, beaucoup saleté déposée, salpêtre. À Notre-Dame-de-la-Garde, il y avait beaucoup de cire, hein, de dépôts de suie, des cires. Là, il n'y avait pas tant que ça, mais il y en avait un peu aussi. Tous les cierges qui brûlent, en fait, et l'air se charge de la suie et se dépose sur les mosaïques. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est... on a deux, trois portraits là, de près pour vous montrer un peu la qualité de facture, en fait, d'assemblage. Alors que, bon, c'est des mosaïques qui sont pas visibles de près, hein. Nous, on les a vus, c'est exceptionnel, quoi. On les a vus de près parce qu'on était sur des échafaudages, mais en fait, personne ne peut voir ces mosaïques comme ça. Donc, en fait, il y avait, vous voyez bien les nuances, toutes les nuances qu'il y a. Il y a un peu moins de nuances aujourd'hui, moi, je trouve. Il y a moins de choix. Et puis, des dégradés très doux. Et puis, c'est jointif. Très ajusté, hyper ajusté.
Enfin, moi, je trouve que quand même, il y a enfin, si, il y a des mosaïques qui travaillent aussi bien aujourd'hui, mais je trouve qu'il y avait vraiment une qualité de réalisation différente. Là, celle-là est un peu mieux. On voit un peu mieux là. Donc là, c'est vraiment, ça, c'est la facture classique, que nous, on appelle classique. Véro, je sais pas, tu l'appelles classique? Oui. Ouais, classique Spilimbergo, quoi. C'est pas de joint, toutes les tesselles ajustées, calibrées, à partir d'un matériau qui est déjà précoupé. Voilà. Et puis, oui, une particularité aussi qui nous enquiquinait, les baguettes. Alors là, c'est des matériaux qui sont fabriqués exprès, qui sont filés, c'est du verre filé, et qui ont servi à faire toutes les contours de la mosaïque, à cerner Alors ça, en restauration, c'est tellement horrible. petit que c'est horrible, ça partait dans la colle. Enfin, on avait du mal des fois à garder la cohérence de la mosaïque parce que étant donné qu'il y avait des raccords, la mosaïque pouvait partir, s'écarter, donc il fallait vite faire les raccords pour que tout ça reste en place. Quand on fait une mosaïque en direct et que tout est calé, il n'y a pas de problème. On peut mettre des petits morceaux, ça tient. Mais quand on est sur une restauration et qu'il y a du vide autour, c'est beaucoup plus difficile de tout faire, que ça ne s'écarte pas, en fait, que tout reste bien cohérent. Et puis les filets qu'on avait, ils étaient un petit peu plus larges. Les filets. Ah oui, on a les baguettes. Les baguettes, c'est pas aussi fine. Ouais. C'était pas aussi fin, toujours. Enfin, il fallait trouver l'équivalent. Puis vous voyez, il y avait plein de nuances. Oui. Là, ça commence là. Hop, ça passe au rouge. Puis là, ça va dans le gris. Enfin, il y avait des nuances partout. Partout. Je note une chose sur quelques visages, sur la façon dont on travaille les ornamenti classiques. Nous, on nous a appris à utiliser le pentagone et jamais les triangles. Et là, on en voit beaucoup sur pas mal de visages. Oui, là, tu veux dire? Ouais. Oui. Bah, après, c'est ça, c'est que effectivement à l'école, il y a une théorie très. Tu vois, là, ils le font, là, le pentagone. Oui. Là, il y en a un, mais sinon, oui. souvent, c'est traité en triangle au lieu du pentagone. Alors que le pentagone, on peut le mettre. Là, partout où il y a les triangles. Donc, tu disais, Mélène, ouais, à l'école? Non, on nous disait d'éviter les triangles, mais en fait, en réalité, nous, on a vu beaucoup de mosaïques 19e. Alors, celles-là, elles sont de facture vraiment exceptionnelle, mais je me rappelle à Marseille, des fois, il y a des fonds, des choses comme ça, ils n'embêtaient pas à retailler. Ils prenaient aussi la matière comme elle venait. C'était plus ou moins bien. Enfin, les triangles, ils s'empêchaient pas, quoi. Je pense que c'était sûrement plus rapide à exécuter, en fait. Il devait y avoir une pensée d'efficacité. Et puis peut-être que sur des mosaïques qu'on voit de très loin, le triangle n'apparaît pas tant. Oui, ça c'est clair. 15 mètres, tu ne le vois pas. Hein. Voilà. Oui, il devait privilégier l'efficacité. Ouais. Voilà, ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau, oui. Voilà. Du coup, on a fini le tour de nos photos. Mais... Donc, du coup, en restauration avec Michel, vous avez fait Lourdes d'abord, ensuite Marseille. Ensuite, oui, effectivement. Ouais. Ensuite, il y a eu, je ne sais pas si vous avez participé à Lyon. Oui, Fourvière. Un petit peu. Fourvière. Et puis, il y en a eu d'autres, non? Vous avez fait d'autres chantiers On a fait l'immeuble Poirier. Rennes. Oui, c'est vrai, Rennes, oui. Attends, bah, ça, on peut aller, si on peut partager encore l'écran, on peut voir le. Attends. Mince. Sur notre site. Emma, Emma, c'est plus simple. Tout. Tu sais, c'est bien travaillé. Enfin, c'est bien. Mais c'est pas grave, justement. Voilà. Ça, c'est Notre-Dame à Marseille. Alors, attends, on n'a pas encore ça. À l'image, là. Il y a un petit décalage des fois. Oui, il y a un décalage, d'accord. Ouais, ça se produit des fois.
Donc là, Michel, il a complètement arrêté de prendre en charge des chantiers maintenant. Hein. Il ne fait plus. Michel, des gros chantiers comme ça, oui. Après, tu sais, Michel, il ira avec sa marteline dans la tombe. Hein. Il est mosaïste jusqu'au bout. Donc, Et puis, il a ses filles. Oui, mais j'ai pas eu la sensation qu'elles avaient envie de prendre le relais de la même façon, quoi. Alors, il a 2 filles qui font de la mosaïque, surtout. Attends. Ah, c'est bloqué? Oui, ça marche pas. Vous voyez quoi là? On est toujours sur l'ancien fichier de Lourdes. Ah, d'accord. Ok. Arrêtez de partager. Ok. Il a une fille qui est dans la région de Marseille qui fait des petits chantiers pour Michel. Et puis, il a une autre fille qui a déménagé dans les Pyrénées, Céline, qui fait pas mal de mosaïques. Mais alors, elle a changé de nom, elle a changé un peu d'identité. Donc, je pense qu'il y a une volonté de se distinguer un peu, de pas être la 4e génération, parce que Michel, c'est la 3e génération de mosaïstes de la famille Patrizio, qui est arrivée. La famille Patrizio, en fait, elle vient de Séquals, donc c'est le même village d'origine que Fakina. Donc, la personne qui a fait les mosaïques à Lourdes et qui a inventé la technique indirecte. Donc, voilà, l'arrière-grand-père, le grand-père de Michel, oncle, grand-père, sont venus vivre à Marseille, ont fondé l'atelier Patrizio, ils ont fait plein de mosaïques dans la région. Et puis, le père de Michel a repris, ou l'oncle de Michel a repris. Et Michel, ensuite, a repris. Donc, voilà, c'est 3e génération et ses filles sont la 4e. Donc, lui, il a toujours son atelier, il a toujours plein de matériaux. Il est un peu quand même toujours actif, même si il est à la retraite, hein, mais en fait, il continue. Il n'arrive pas à s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Voilà, c'est un passionné. Et voilà, donc on a des nouvelles de temps en temps. Et voilà. Vous voyez quelque chose là? Oui, on voit votre site. Ouais. Basique, ouais. Bon, après, c'est sur notre site, on a mis quelques images des différents chantiers qu'on a fait par la suite. Et donc, c'est vrai que Marseille, c'était 2 ans et demi, c'était plus gros. En fait, Lourdes, moi, je ne me rappelle plus la surface qu'on a fait, mais Marseille, c'est 1200 mètres carrés de mosaïque. Donc, on a au moins nettoyé 1200 mètres carrés de mosaïque. Et après, il y a différentes pathologies. Donc, Mélène disait qu'il y avait les ors endommagés. Donc, là, c'est des fois beaucoup d'or endommagés. Soit qu'on enlevait par pan entier, soit par petites aisselles, par petites touches. Après, donc, il y avait ces histoires d'infiltration, donc de mosaïque décollée. Donc, on dépose, on repose. Des fois, alors, il y a à Marseille, c'était carrément des Allemands qui s'étaient enfermés à la débâcle dans la basilique et qui avaient tiré sur les mosaïques, qui les avaient détruites en partie. Et en fait, après la guerre, ils n'avaient pas l'argent pour restaurer, donc ils ont fait des trompe-l'œil. Donc pendant des années, il y a eu des trompe-l'œil jusqu'à la restauration de la basilique. Et là, on a cassé, nous, les trompe-l'œil et on a refait les mosaïques. Voilà. Après, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous faites votre petit... Combien de temps ça dure? Voilà. On va dire qu'en général, ça dure 1 heure, mais on a souvent débordé. En fait, là, ça va être un peu des redites, en tout cas par rapport à la technique. Et après, on peut faire défiler comme ça rapidement pour que vous voyez un peu la brique de fond. Voilà. Là, on voit bien la maçonnerie. Ouais. Ouais. La maçonnerie. Donc ça, c'est avant et après. Donc, et en général, on travaille avec d'autres corps de métier. Enfin, nous, on ne faisait pas les enduits, maçonnerie. En fait, c'était... C'est un autre métier, hein. Oui, alors on sait faire quelques trucs, hein, mais c'est vrai que vaut mieux le confier au vrai... et carrément autre chose. Art déco, l'immeuble Poirier, donc Odorico, donc on passe dans les années 20. Ouais, c'est une position instable, donc peut-être vous n'avez pas encore reçu. Si, on est devant l'immeuble. Du coup, là, il y avait toute la bande en mosaïque, les balcons et puis le bandeau tout en haut.
Ah, c'était que de la façade. Oui, Ouais. façade 250 mètres carrés de mosaïque. Ouais, quand même. Hein. Donc ça, c'est avant. Donc là, Là, pareil. vous étiez avec des ors aussi. Ah oui, d'accord. Il y a de la céramique et des smaltis. Bah, Odorico, il utilisait tout. Hein. Alors, céramique, il y avait des grès cérames. Des céramiques, des pâtes de verre industrielles, tous les formats. Pâtes de verre, oui, industrielles. Vous avez pu récupérer ce qui manquait? Alors, en fait, récupérer, pour retrouver, tu veux dire? Oui, pour retrouver, oui. À Rennes, il y a un stock Odorico qui est conservé dans les magasins généraux, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça. La mairie conserve en tout cas un vieux stock d'Odorico. Donc, on est allé fouiller là-dedans et on a trouvé des choses. On n'a pas tout trouvé, mais on a trouvé des choses. Le stock est en train de diminuer, hein, mais Oui. mais c'est vrai que pour les restaurations à Rennes, il y a ce petit stock encore de matériaux fort précieux. C'est intelligent d'avoir gardé le stock. Oui, d'ailleurs, finalement, quand on fait un projet, il faut toujours réserver du surplus et le donner au propriétaire, au client et qu'il le garde. Et, voilà, c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Et du coup, là, sur la façade, il y avait beaucoup de problèmes de pollution. Je ne sais pas, vous voyez là les traces blanches. Oui. C'est la pollution. Des dépôts aussi. Des dépôts. Et du coup, il fallait enlever tout ça. Donc, on utilise soit des produits un peu chimiques, des capants, soit huile de coude aussi, frottage, brosse, différents. C'est beau ça. Voilà. Ouais, en fait, moi je trouve ça assez efficace. C'est pas techniquement compliqué, pas du tout. Alors, on est vraiment très loin de Fakina, mais en fait, il y a une efficacité graphique. Et puis de mélange de matériaux. Odorico, en fait, il mettait systématiquement de l'or partout, mais en petites touches. Donc, il y avait des éléments peut-être plus importants en or, mais en fait, l'or, il le disséminait dans tous ses fonds, énormément. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je pense qu'il avait des prix très intéressants parce qu'il mettait tout en vrac, des matériaux beaucoup moins chers avec des matériaux très, très chers et ça faisait vraiment son effet. Voilà, ça, c'est le bandeau. J'adore. Ça, c'est vraiment art déco. Hein. Oui, voilà. Oui, il avait bien compris le style de l'époque. Il s'est bien adapté. Enfin, la mosaïque, elle s'est toujours adaptée en fait à l'histoire de l'art aussi. Elle a toujours suivi les tendances artistiques, enfin les tendances esthétiques, quoi. Du moment. Hein. Du moment, ouais. Elle s'adapte. Elle évolue, les matériaux évoluent, les graphismes évoluent. Et là, vous avez travaillé en direct ou en indirect? Indirect, toujours indirect. Ouais. Ça, c'était refait en atelier. Il y avait pratiquement tous les parties en argent qui étaient abîmées. Ouais, tous les ovales, là. Donc, il fallait tout dégommer avec, là, vous voyez Marie-Laure utiliser le burin pneumatique. D'accord. Dégommer tous les argents, toutes les petites oreilles, là. Refaire le calque. Et puis refaire un atelier. Bon, après, ça, c'est sûr que techniquement, c'était pas très compliqué par rapport au chantier précédent là, que vous avez fait. Mais bon, visible, beaucoup plus visible peut-être qu'un intérieur d'église. C'est un repère dans la ville, cette maison. Oui, puis il y avait quand même de la surface. Oui, ouais, c'est une belle, oui, c'est une belle façade. Tout est d'ailleurs pensé. On ne fait plus des façades comme ça aujourd'hui, malheureusement. Tout est pensé ensemble, quoi. L'architecture, les ferronneries, les lignes, le dessin la mosaïque, tout s'harmonise en fait. C'était le décor et la construction et la structure. Les fenêtres. Combien de temps vous avez mis pour la restauration? Là, c'est 8 mois sur place. 8 mois étalés sur je ne sais plus, 1 an et demi, mais en tout cas 8 mois sur place à 2 en permanence.
après, oui, ça variait. Hein. Par exemple, donc Lourdes, on disait qu'on avait été 4 en permanence. Marseille, on a été 4 en permanence. Avec des moments, on était 8. Ben voilà, quand Véronique est venue en renfort, il y avait des périodes de renfort, on va dire. Et sur 2 ans et demi, on était 4 tout le temps et avec des périodes de renfort parce qu'il y avait des échéances, quoi. Le chantier avançait par tranche, il fallait libérer des espaces, démonter des échafaudages, les remonter ailleurs, donc il fallait finir dans les temps. Et qu'est-ce qu'il y avait sur les balcons? On ne voit pas très bien là. Et du grès. Oui, peut-être qu'on peut trouver, mais bon, il faut aller dans le dossier. Là, on n'avait pas préparé ça. Là. Mais j'essaie dans. Ce qu'on voit là, par exemple, c'est sur un balcon? Je ne sais plus ce que tu vois parce que nous, on a changé. Alors, je vois au moins 3 cercles à peu près équivalents en taille, qui représentent comme une roue de bateau, par exemple. Oui, c'est sous un balcon. Ouais. Donc ça, c'était sur un balcon. Ouais. D'accord. Désolée, là, on a plusieurs ordi et on n'a pas tout sur les. C'est pas grave. Non. Et alors, vous avez été contacté par la municipalité ou par un privé? Cet immeuble, il appartient à qui? Alors, l'immeuble Poirier, c'est un syndic de copropriétaires. Donc, c'est tous les propriétaires de l'immeuble qui ont un syndic et c'est eux les responsables de la façade, des travaux de ravalement. Donc, c'est eux qui ont commandité, quoi. De toute façon, les gens sont obligés à un moment de restaurer les façades. Donc, après, eux, évidemment, ça leur a coûté beaucoup plus cher qu'une façade lambda. Et je crois que ça a représenté 30 000 euros par foyer, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. Quand on achète une maison, il faut bien faire gaffe au syndic. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme charge? C'est un ascenseur, voilà, bref. Donc, là, après, les propriétaires, le monument n'était pas classé, donc ils l'ont fait classer. Ce qui a permis, alors c'est la double tranchant parce que d'un côté, ça permet d'avoir les frais à des bourses, à des aides de l'État. Mais du coup, ça impose aussi de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un contrôle. Et du coup, les entreprises qui travaillent en général, elles demandent plus cher parce qu'il faut faire des dossiers, il faut comment dire, il faut faire des avant, après, pendant. Il y a un dossier à monter. En fait, il y a 2 dossiers à monter, quoi. Dossier au préalable, un dossier pour expliquer comment on va travailler, toutes les pathologies, etc. Et puis après, un dossier, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, c'est très lourd. Donc, c'est du temps en plus, donc c'est de l'argent en plus. Et je crois qu'en plus, ils n'ont pas eu énormément d'aide. Ils ont eu 25% d'aide sur les 100% du budget. Et finalement, à se poser la question si les 25%, c'est pas justement le travail en plus. Ouais. Donc, des fois, il faut se méfier avec ces histoires de classer, de faire classer les monuments parce que ça donne des contraintes supplémentaires. Et ça donne des contraintes supplémentaires aux gens qui sont autour. C'est-à-dire que moi, j'ai habité dans un petit village où il y avait un château. Les propriétaires l'ont fait classer. Ils ont eu des aides pour restaurer le château. Mais tout ce qui était dans un périmètre de 500 mètres autour du château, on avait des règles drastiques. Ouais, voilà. Et quand acheter une maison, il fallait passer par les bâtiments de France. C'est ça. Oui, donc c'est... Bon, après, un monument comme ça, qui ne soit pas classé, c'est pas normal non plus. Il faut pas faire n'importe quoi avec, c'est sûr. Mais c'est sûr, là, ils n'ont pas été très généreux. Très dedans. Et alors, dans Rennes, il y en a plein d'autres? Et dans Rennes, il y a plein de mosaïques. D'ailleurs, il y a la maison d'Odorico juste derrière qui est complètement fermée. Apparemment, ils n'ont pas... Les héritiers n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas rentré dedans, mais c'est là. Il y a une très belle mosaïque dans la salle de bain. Je ne sais pas si vous avez acheté le bouquin de... Il y a un bouquin qui est sorti des mosaïques de Bretagne, d'Odorico justement. Et donc, il y a il y a une carte, il y a tout un
Un parcours dans la ville. Parcours dans la ville, voilà. Et il y a une personne, Daniel Enoch, qui a fait le bouquin, en fait, qui répertorie, c'est un peu le spécialiste de Odorico. Alors, les gens le savent, ils l'appellent et il recense toutes les mosaïques d'Odorico. Donc, régulièrement sur son site, ça s'appelle Rennes 1900, je crois, sur sa page Facebook, Rennes 1900. Et là, il publie tout ce qu'il découvre. Donc, ça peut être des chambres, je crois que la dernière qu'il a découverte, c'était une cabane dans un jardin, mais il y avait une mosaïque au sol, des endroits délabrés, des endroits abandonnés. Donc, oui, il y a beaucoup de patrimoine à sauvegarder. Mais voilà, quand c'est des privés, peut-être des fois, ils n'en parlent même pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de restaurer ou ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, c'est pas... Mais oui, il y a du boulot. C'est ce que j'allais dire, c'est du boulot potentiel pour vous. Hein. Ben, ouais, c'est du boulot potentiel, ouais, effectivement. Il faudrait les démarcher carrément. Et à Angers, qui travaille à Angers, La Maison Bleue. par exemple? Qui travaille à Angers? Il y a une mosaïste, Marie Conan, qui est à Angers, mais qui est pas elle fait pas trop de chantiers. Pas beaucoup de chantiers de. Si, elle en fait, mais pas des gros. Enfin, la Maison Bleue, c'est énorme. C'est un chantier par rapport à Rennes, là, on disait 250 mètres carrés, mais en fait, Angers, c'est 1000, je sais plus, c'est énorme. C'est vraiment un bâtiment énorme. Et il faudrait s'associer avec une autre entreprise de ravalement parce qu'il y a des parties qui sont juste de la mosaïque en partie basse. C'est qu'un revêtement de mosaïque industrielle unie. Donc, tout ça, il faudrait le nettoyer simplement. Et puis après, il y a des éléments de décor sur les balcons, etc. Donc, ponctuellement, il y aurait du travail pour nous, mosaïstes plus précis. Mais sinon, après, je ne sais pas où ça en est. Et en fait, nous, on vient nous trouver pour la restauration. On ne fait pas trop de démarchage. Nos chantiers, alors on n'a pas des énormes chantiers, mais on a des petits chantiers. Ça reste à notre échelle, quoi. Voilà. Pour l'instant. Parce que pour faire un gros chantier comme ça, il faut avoir beaucoup de trésorerie. Et nous, on n'a pas de trésorerie, on n'a rien. Donc, on n'aurait pas les moyens, en fait. D'avancer, en fait. Il faut avancer, ouais. Bah après, tu peux faire des emprunts et tout. Hein. C'est tout un système, mais c'est pas forcément vers là qu'on veut aller. C'est plus. On essaie de garder des chantiers à notre échelle, 2, 3 personnes, 4. Travailler en collaboration, mais pas. Ouais. Prendre la Maison Bleue, il faudrait embaucher des gens sur place, gérer une équipe de salariés, tout ça, c'est pas du tout notre ambition. Et puis, ça demande beaucoup de gestion. On en fait déjà assez, quoi. Ouais. Oui, parce que le travail de Michel, mine de rien, c'était un travail. Nous, on était à faire, mais lui, il y avait tout un travail derrière d'illustration. C'est dingue parce que lui, il prenait tout en photo, mesuré, il archivait tout. Numéroter, faire des rapports. C'était un travail de dingue, ouais. Pour faire les factures, en fait. Tu es payé à ce que tu fais, donc il faut tout justifier. Ouais. Donc aujourd'hui, à part la Socra, qui est capable de gérer ce genre de choses? Parce que Michel ne le fera plus maintenant, ce genre de choses. Peut-être un regroupement. Les Italiens, peut-être. Ouais, oui, un regroupement. Une association. Plusieurs oui, après, nous, on fait de la restauration, mais il n'y a pas beaucoup de gens qu'on... Enfin, moi, je sais pas, il y a Jérôme Clochard qui fait de la restauration en France, nous, et puis... Il y a Giovanna Galli. Giovanna Galli, elle a fait de la restauration dans les restaurants, des sols, des choses comme ça. Ouais, après, Giovanna Galli, elle en fera plus. Ouais. Elle est trop âgée maintenant. Tu vois, c'est hyper physique, hein, donc tu te lances pas là-dedans. Enfin, je sais pas, nous, peut-être dans 10 ans, on n'aura plus envie de faire ça. Hein. Ouais, c'est très, très physique. Ou alors, il faut gérer des équipes. Mais Giovanna Galli, elle est aussi c'est une artiste, elle fait des expos, elle donne des cours, enfin, elle est plus... Oui, mais son travail principal, à une époque, c'était les chantiers. Hein. Les chantiers, ouais. Ouais, je connais pas bien son... Si elle faisait des... Mais elle n'a pas travaillé plutôt la mosaïque romaine, justement. Elle n'était pas plus sur le branché que mosaïque 19e, tout ça. Ah, mais si, bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas tout ça. C'est des marbres, mais c'est des sols en marbre avec des motifs romains.
et c'était de la restauration. J'arrive plus à me souvenir le nom de cette boutique dans le 6e, où elle avait fait la restauration au sol. J'étais allée voir ce que c'était. En fait, voilà, c'était des travaux de mosaïque romaine, mais elle faisait de la restauration. Maintenant, bon, effectivement, je n'ai pas reposé la question récemment, mais je ne l'ai pas vue. Mais effectivement, j'imagine que c'est physique et que on doit avoir envie de passer à autre chose. On commence à avoir les genoux cagneux et les bras fatigués. Mais oui, après des structures, oui, il y a la Socra, des grosses structures. Et non, sinon, Sinon, il faudrait s'associer avec un gestionnaire, je ne sais pas. Quelqu'un qui fasse toute la paperasse. Oui. Et la Socra, c'est une grosse structure. Il y a combien de mosaïstes? Non, la Socra, il n'y a pas de mosaïste en fait. Eux, ils font restauration du métal, du bois. Mais si, mais ils embauchent en fonction des chantiers. En fait, ils prennent des intérimaires, des CDD ou des choses comme ça. Ou ils peuvent même demander à des mosaïstes comme nous de participer à un chantier. Mais ils ont en interne, oui, je ne pense pas qu'ils aient de permanents mosaïstes. Parce que c'est quand même pas la... On ne connaît pas en tout cas. C'est pas leur activité principale. Ils font plein d'autres, tout un tas d'autres chantiers. Mais je me demande si c'est pas Molitor, là. Qui c'est qui a fait Molitor? Bon, après, on n'est pas forcément hyper au courant de tout ce qui se fait. Ouais. Qui restaure quoi? Enfin, vous avez peut-être une culture plus grande que nous. Qui sont les mosaïstes en France aujourd'hui? Sincèrement, on n'est pas forcément très, très au courant, quoi. Ouais, on essaie déjà de trouver du travail. Oui. On est des fois un peu peut-être dans notre bulle, je sais pas. Mais en tout cas, tu parles des équipes italiennes, je sais pas qui fait de la restauration aujourd'hui en Italie, je sais pas. Puis je pense que les Italiens, ils ont suffisamment de patrimoine à restaurer pour pas... Oui, mais il y a des fournées. Il y a tous les ans une fournée de mosaïstes de Spilimbergo qui sortent. Donc j'imagine que ces gens-là ne sont pas déjà tous forcément italiens, européens, et ensuite dans leurs différents pays, je ne sais pas, en Russie, ailleurs. Mais il y a à chaque fois, je ne sais pas, 40, 50 personnes qui sortent de l'école? Une vingtaine par année. Une vingtaine? Ouais, 20-25. Oui, mais tout le monde ne s'installe pas. Pas tant que ça d'ailleurs même. Mais après en Italie, la restauration est gérée autrement. C'est-à-dire que chaque site prend en charge ses restaurations et forme sur place en fait. Il y a des ateliers propres. Oui, ça peut aussi être ça. Il n'y a pas forcément besoin d'être formé dans une école. Tu peux apprendre rapidement. D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on disait, la Socra. Quand on était à Lourdes, il n'y avait pas de mosaïque dans leur équipe. Ils ont pris des intérimaires, des gens qu'ils ont formés pour le tas. Donc, et qui faisaient du bon travail aussi. Hein. C'est des gens manuels, quoi. Des gens des gens sérieux. Des gens sérieux, manuels, qui étaient embauchés là pour un an voilà, pour ça. Et ils travaillaient à la pince, ils ne travaillaient pas à la marteline. Voilà, ça, c'était la différence entre eux et nous. Et ils n'ont pas non plus fait toute la partie portrait figuratif et tout. Voilà, c'était un peu, pas hiérarchisé, c'est pas ce que je veux dire, mais séparé, quoi. C'était distingué. Eux, ils avaient des motifs faciles à repérer, faciles à redessiner, faciles à retravailler, et puis nous, on avait un peu plus d'interprétation à faire. Bah, ça, le choix de couleur, tout ça. C'est intelligent, parce que comme ça, le travail est partagé. Et oui. Du coup, vous allez plus vite. Ouais, ça doit être intéressant, c'est une sacrée expérience, non, les chantiers comme ça. En fait, moi, j'aime la restauration, c'est assez valorisant parce que on part d'un truc, voilà, avant-après, quoi. On part d'un truc qui est pas terrible, qui est sale, que les gens regardent plus, voilà. Et puis après, les gens revoient le patrimoine, quoi, revoient ce qu'ils avaient oublié de regarder. Moi, j'adore faire le nettoyage. Tu grattes et tout, et quand tu passes l'éponge pour nettoyer, là, tu vois, tu as toutes les couleurs qui apparaissent.
c'est hyper gratifiant. Ouais. C'est un peu comme le nettoyage d'une toile. Ah ouais, je sais pas. D'une toile, d'une peinture. Une peinture encrassée par le temps. C'est vrai que quand les gens qui les nettoient, comme tu dis, quand ils passent l'éponge, entre guillemets, il y a des couleurs insoupçonnées qui apparaissent et c'est vrai, c'est magique. Et je pense que la restauration, en tout cas, je pense qu'elle a de l'avenir parce que voilà, les gens aiment, veulent garder leur patrimoine, quoi. Ils sont prêts à investir dans leur patrimoine, peut-être moins dans la création, mais en tout cas, dans ce qui existe déjà, préserver ce qui existe déjà, c'est une volonté, quoi. En général, les gens ont envie. Ouais, faut l'argent. Il faut l'argent. Après, voilà, il faut les moyens. Effectivement. Ouais. Est-ce que c'est du temps? Beaucoup de temps. Ouais, bah oui, c'est sûr. Même s'il y a des moyens plus rapides aujourd'hui qu'avant, c'est quand même beaucoup de temps. Hein. Ouais, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps sur place. Contrairement à la création, où on peut travailler donc en atelier, là, il faut quand même être sur place. Parce qu'à tout moment, il faut aller ou nettoyer ou repérer une lacune. Bon, il y a des temps d'atelier, mais finalement, tous les chantiers de restauration qu'on a fait, soit on a vécu sur le chantier, enfin pas loin du chantier. Moi, j'ai emménagé à Marseille, j'ai emménagé à Lourdes. Voilà, là, Rennes, c'était un peu plus près de Tours et du coup, c'était jouable. Et moi, j'avais plus envie de déménager là. Maintenant, j'ai plus envie d'aller vivre. Par exemple, s'il fallait faire Angers, j'ai pas envie d'aller vivre à Angers pendant 2 ans. C'est ça aussi. Par contre, je peux faire des allers-retours pour peut-être gérer une équipe ou je sais pas quoi. Ou Rennes, ça allait, c'était 3 heures de route. On partait 5 jours, on rentre le week-end. Mais c'est quand même particulier. Il faut pouvoir se dégager ce temps-là. Oui, moi, par exemple, je ne suis pas trop allée à Rennes. Avec les enfants, voilà, moi, une fois que j'ai eu les enfants, j'ai plus fait de gros chantiers de restauration. C'était plus possible. Il faut être vachement dispo, quoi. Oui, donc ça peut être un frein aussi pour que les gens le fassent. Vraiment, il faut aller sur des contraintes, quoi. Et je pense que les jeunes qui sortent de Spilimbergo, etc., au départ, c'est pas forcément une ambition de vouloir restaurer. On a plus Spilimbergo, c'est vraiment une école de création, donc on a envie de faire nos trucs. Et nous, je pense qu'on est allé vers la restauration, on en a fait beaucoup parce que Michel avait ce besoin et on s'est lancé là-dedans. Et du coup, voilà, une fois que tu es dans un truc, tu as commencé à comprendre que tu pratiques, pourquoi pas en faire un deuxième et puis un troisième et au bout d'un moment, tu deviens un peu spécialiste. Mais toute seule, moi, j'aurais jamais pensé, allez, je vais trouver mes chantiers de restauration. Donc peut-être que c'est un truc qui se transmet comme ça. Enfin, il y a un besoin, on a besoin de quelqu'un, on l'introduit et puis après, il se dit, bon d'accord, je veux bien continuer. Mais des gens qui font Spilimbergo pour faire de la restauration, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. D'accord. Vous en avez fait dans votre cursus? Non. D'accord. Et est-ce qu'il y a des écoles de restauration? Ravenne. En Italie. Ravenne? Ah ouais. Au départ, c'est ça, hein, Ravenne. C'est une école de restauration. Oui, mais mosaïque antique. Antique, ouais. Et byzantine. Et c'est pas mosaïque 19e. En fait, Spilimbergo, comme on a la formation pour faire la mosaïque en technique indirecte et classique, on est vraiment à même de refaire la mosaïque à l'identique. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas trop une approche. Moi, des fois, je dis, je suis une fausse. On est des fausses restauratrices. On est des mosaïstes. On sait faire comme. Et on n'a pas toutes les connaissances chimiques. Moi, je pense juridique, voilà, tu vois, tu parlais de est-ce qu'il y a une charte, est-ce qu'il y a des choses, on ne sait pas trop. Après, évidemment, au fil des ans, on a quand même. Moi, je sais pas, j'essaie d'approfondir un peu mes connaissances, mais je sens que je pourrais apprendre plus justement en chimie, en produits. On a utilisé beaucoup de produits que Michel nous a trouvés en contactant les commerciaux, en allant voir les boîtes et tout. Mais je pense qu'on a encore toute une recherche. On pourrait faire encore toute une recherche sur d'autres produits, tu vois, on parlait des enduits. Voilà.
faut avoir une petite culture quand même, je pense, un peu de chimiste, parce que Oui, d'ingénieur au départ, parce que c'est pas. ouais, savoir comment tu peux dissoudre telle matière. La suie, c'est plutôt gras, donc avec quel produit tu vas le dissoudre. pH basique, pH acide. Enfin voilà, il y a des questions qu'on peut se poser, qu'on confie en fait aux commerciaux et aux gens qui. Enfin voilà, il y a des gens aussi qui sont compétents pour ça. On dit le besoin, ils peuvent nous fournir les produits. Mais voilà, ça veut dire que c'est des produits modernes qui ne sont pas forcément très bons. Alors qu'en fait, on pourrait très bien travailler avec des produits plus traditionnels, moins impactants. Et c'est plus d'efforts, mais du coup, aussi plus intéressant. Là, on a fait pendant le confinement une petite restauration d'un sol en marbre, 20e aussi. Et du coup, on l'a fait à la chaux. Oui. On va pas. Du coup, voilà, quand c'est possible, nous on travaille à la chaux. On utilise la même matière que la matière d'origine, en fait. C'est-à-dire chaud, enduit, sable, c'est ça? Oui, chaud sable. Ouais. Comme ils ont fait eux. Il y a pas une école, mais il y a un centre de restauration à Arles. Oui. Non, à Vienne. Non, à Vienne, il y en a un à Arles. Restauration antique. Restauration antique à Vienne. Il y en a un à Arles aussi. Il y a Arles aussi. Voilà, par exemple, c'est des gens que moi, je ne connais pas du tout. Je connais de nom, mais c'est une démarche que perso, moi, j'ai jamais fait, d'aller là-bas, de me renseigner sur leurs propres techniques. Je sais que je ne fais pas des colloques sur la restauration de mosaïques antiques. Je veux pas si on découvre une mosaïque quelque part, je ne vais pas forcément… Alors, en fait, c'est à Vienne ou à Saint-Romain-en-Galles? Parce que ça dépend des musées. C'est à côté de Saint-Romain-en-Galles. Parce que ça dépend des musées. C'est l'atelier de restauration du musée de Saint-Romain-en-Galles et l'atelier de restauration du musée d'art antique. Voilà, donc eux, je pense qu'ils ont d'autres connaissances, d'autres approches. Et eux, ils sont plus sur la conservation, en fait. C'est ça, c'est que nous, donc du coup, je ne sais pas ce qu'on fait. Nous, on fait de la mosaïque. Mais quand on conserve, on fait en sorte que le support se stabilise et que ça n'aille pas plus loin. Mais on ne complète pas. Par contre, on va compléter avec un matériau différent. Par exemple, les fresques, ils vont compléter avec un enduit neutre et puis ils vont faire des petits trateggio pour intégrer la lacune, avoir l'illusion qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien, pour que l'œil ne soit pas perturbé à la lecture. Nous, on ne fait pas ça. On pourrait, hein, mais on ne nous a jamais imposé ça. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de réglementation, comme tu disais, autour de ça. Après, moi, je ne suis pas pour en créer. Hein. Je pense que c'est très bien qu'on puisse gérer, que le maître d'ouvrage puisse gérer son chantier comme il en a envie, qu'il y a un petit contrôle bâtiment de France et autres, mais que ce ne soit pas hyper restrictif. Et d'ailleurs, il n'y a pas de diplôme de restaurateur de mosaïste. Et il n'y a pas le choix de la personne qui va restaurer, qui va faire un chantier de restauration, c'est pas un label, quoi. C'est vraiment l'archi qui choisit, ou le maître d'ouvrage qui choisit qui il veut qui travaille sur son chantier. Nous, on n'est pas homologué, quoi. On n'a pas un label restauratrice. Sauf qu'on a un petit nombre d'expériences qui fait qu'on on peut nous appeler ou on regarde notre book, quelles sont vos références, ok, et voilà, vous le faites. Mais il n'y a pas, comme dans d'autres disciplines, un label, je ne sais pas, je pense que les charpentiers ou tous les gens qui sont dans la restauration monument historique, MH, ils ont des espèces de labels, voilà. Et nous, on n'a pas ça, on n'est pas contraint à ça. Je veux dire une qualification reconnue, étatique, gouvernementale. Payante. Souvent payante. Bah oui. Donc non, nous, on n'a pas cette problématique. C'est pas plus mal. Après, ça dépend. Ça le dépend. tranchant. Il y a de la conscience professionnelle et de la réalité. Il n'y a pas trop de dégâts. C'est quand il y a beaucoup de gens qui font des dégâts pour aller vite, pour aller ceci, pour aller cela, pour moult raisons, et que du coup, le travail est bâclé et que c'est une catastrophe.
Tout à fait. Ouais, ça double c'est pas tranchant. forcément récupérable. Et là, il est utile d'avoir une réglementation pour éviter les Oui, les guignacés. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais encore une fois, c'est la responsabilité de l'architecte d'analyser, de voir, de comprendre qui est l'artisan, de discuter avec lui, de voir comment il fait. C'est un peu s'intéresser aussi à ce que font les gens, comment ils le font, parler. Moi, je pense qu'on peut ressentir si une personne nous semble compétente, qualifiée, comment elle parle de son travail, qu'est-ce qu'elle a fait, ses expériences. Tu vois, c'est aussi de l'humain, quoi. Je sais pas. C'est pas toujours des cases à cocher. Mais j'entends ce que tu dis. Je suis d'accord. Il y a des gens je pense qu'il y a des chantiers qui ont été mal faits et qui sont. Ou des chantiers qui ont été bien faits, sauf que le support a été bâclé Ouais. et le travail est par terre au bout d'un certain temps. Donc après, on recommence. Donc, c'est le propriétaire qui paye 2 fois pour un travail mal fait. Même si, voilà. Et l'architecte, il a peut-être choisi un bon ouvrier, mais un ouvrier qui n'était pas complètement compétent sur le support et qui a fait des bêtises. Donc, voilà. Il engage sa responsabilité parce qu'il est la coordination des artisans. Mais voilà, donc, alors que s'il y avait quelque chose de diplômant, reconnu par l'État, comme le statut des architectes, des PLG, diplômés par le gouvernement, s'il y avait ce statut-là pour certaines activités artisanales de restauration, peut-être qu'il y aurait moins de dégâts. Ouais, tu penses à un truc en particulier? Tu as des exemples? Non, pas d'exemple en particulier, mais c'est souvent comme ça que naissent les réglementations, par des gens qui travaillent mal. Et donc, du coup, on exige. Moi, dans un domaine qui est complètement différent, j'étais pendant très longtemps juriste et dans la finance. Il est né une sorte de diplôme sur le contrôle des opérations financières. Et ce diplôme, il est né des excès des traders et de tous ces financiers qui abusaient de la situation. Donc, il y avait toujours au bout de la course un client qui venait d'être plumé. Et donc, c'est parce qu'il a été plumé qu'on s'est dit non, il faut le protéger. Et donc, en fait, la réglementation, elle intervient toujours pour protéger un client, un patient, voilà. Donc, le propriétaire qui fait faire les travaux, qui fait appel à un architecte, alors tout ça marche très bien, sauf que la mosaïque qui a été restaurée, elle retombe parce que l'artisan n'a pas bien fait son boulot. Si on avait un diplôme qui permet d'établir, on peut toujours être diplômé et mal travailler, ne pas être diplômé et bien travailler. Mais en tout cas, c'est un gage de sécurité, a priori. Ouais. Après, il n'y a pas beaucoup de mosaïstes aussi en France. Oui, c'est vrai. Donc, ça ne vaut pas le coup peut-être de faire un diplôme que pour 40 personnes, peut-être aussi. En fait, je vous ai déjà parlé de ma démarche de certification. Il faut rédiger un dossier assez conséquent pour expliquer en fait l'intérêt social et économique de la certification. Et le diplôme, on est encore à un strate supérieur. C'est encore plus compliqué, plus exigeant. Alors, et là, expliquer de créer un diplôme pour 10 mosaïstes, ça passera jamais, quoi, tu vois, en termes de restauration. Voilà. Exactement. Après, si je peux rajouter 2 choses, c'est d'une part, pour le support en général, le mosaïste, il faut qu'il sache réceptionner un support, mais en gros, c'est pas lui qui va le. Il y a toujours un maçon, en fait. Il y a toujours c'est pas le mosaïste qui est responsable du support, qui va refaire le support. Il n'a pas intérêt. Il a plutôt intérêt à travailler avec un maçon, un enduiseur, voilà, qui va faire bien son job et qui va être garanti et assuré pour ça. Et donc, il va avoir son contrôle là. Nous, par exemple, on est dans une coopérative d'activité, on a une garantie décennale sur notre métier. Si on se met à faire un devis pour un enduit machin, déjà on va pas nous l'accepter. Enfin, notre coopérative va dire ah ben non, vous faites pas ça, vous n'avez pas de diplôme pour ça. Nous on est quand même diplômés mosaïstes. On sait ce qu'on fait en tant que mosaïste. Par contre le support, effectivement, on le confie à d'autres gens.
Voilà. Et puis, deuxième chose, en France, il y a quand même un diplôme, c'est le meilleur ouvrier de France qu'on peut passer, mais il y a carrelage et mosaïque d'art. Voilà. Mais il n'y a pas restauration de mosaïque ou il n'y a pas. Mais il y a aussi une formation diplômante comme ça. Enfin, un diplôme accessible par le MOF. Et après, il y a un autre diplôme, mais ce n'est pas sur de la restauration non plus en France. C'est Olivier de Serres, un DMA, diplôme des métiers d'art. Voilà. Et donc, il y a quand même des approches aussi du support. Enfin, c'est quand même... on sait ce que c'est qu'un enduit, un support en maçonnerie, des choses comme ça. C'est pas... Voilà. Ça nous emmène loin, cette discussion. Un coup d'eau. Du coup, ça m'amène à vous poser une question. Quand vous avez une commande, par exemple, faire un mur en mosaïque dans une entreprise ou peu importe, vous allez la poser ou pas? Oui, oui. On fait la pose. On fait la Vous pose. faites la pose, d'accord. On exige que le support soit sain et propre et prêt à Prêt avant. Et dans le devis, on met qu'on peut refuser De le poser si c'est pas prêt, si c'est pas propre. Ouais. Ok. En fait, nous, on a une décennale, mais en réalité, on est apparenté aux carreleurs et les carreleurs, c'est une biennale. Ils sont pas... on rentre dans des questions vraiment techniques, mais le carreleur n'est pas responsable de la structure. Donc, la structure, c'est des décennales et tout ce qui est revêtement, c'est biennal. Sauf qu'en fait, si ton carrelage, pour une raison ou pour une autre, il est mal jointé ou je ne sais pas quoi, il laisse pénétrer l'eau et ça touche la structure, et bien là, tu es quand même mal, donc il vaut mieux que tu aies une décennale. On peut quand même dire c'est la faute du carreleur, etc. En gros, le carreleur, s'il y a une grosse fissure, un problème, c'est pas lui, c'est de la structure. C'est pas de sa responsabilité, en fait. D'accord. Voilà, on va dans des questions vraiment... Au niveau des assurances, les décennales, ça coûte bonbon, non? Ouais. Mais en fait, nous, comme on est dans une coopérative d'éco-construction, on mutualise la décennale. C'est un pourcentage de notre chiffre d'affaires, mais je crois que c'est 2%, mais je ne suis pas sûre. Ouais, je sais plus. Du coup, je ne sais même pas combien elle coûte parce que... On regarde un peu, mais pas trop. Ouais. Oui, mais ça ne doit pas être énorme du coup. Si vous avez 2%, ça va. Non. Ça représente par mois. Mais oui, pour certaines entreprises, elles lâchent beaucoup d'argent. Je crois qu'au début, c'est gravé, c'était pas 6 000 euros l'année par an, ouais. Et je me souviens plus. Ça dépend du type de chantier, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Le taux de l'expérience de l'entreprise, la longévité, tout ça. Les nombres de dégâts. Est-ce qu'il y a des entreprises d'assurance spécialisées pour les mosaïstes? Non. Non. C'est carreleur. Tu es apparenté carreleur. D'accord. Carreleur mosaïste. Il n'y a pas mosaïste. D'accord. Dans le bâtiment. Après, en fait, dans les mosaïstes, il y a plein de statuts différents parce qu'il y en a qui ne touchent pas au bâti et qui sont plutôt artistes, qui vont travailler sur des supports indépendants du mur. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de décennale. Et des fois, ils n'installent même pas. Ils font la mosaïque, ils font la créa, ils font la mosaïque et après, ils la font poser par d'autres gens. Et donc, c'est ces gens-là qui mettent leur garantie en jeu. Il y a des mosaïques qui sont à la Maison des Artistes, il y en a qui sont auto-entrepreneurs ou entrepreneurs EI, il y a des SARL, il y a toutes sortes de statuts. Ah ouais. Moi, je posais la question parce que j'ai déjà fait une mosaïque, je ne sais pas, pour une marche d'escalier ou pour un caveau. Bah, je n'ai pas posé parce que je n'ai pas de garantie décennale. Oui, mais après, tu sais, tu peux aussi dire je le pose, mais je n'ai pas de garantie. Est-ce que vous avez... Oui, tu peux aussi. Ouais. C'est le risque. Je veux dire, Oui, tout se mettre en jeu. Comment? Je dis c'est un peu lourd des fois, toutes ces garanties qu'on nous impose. Oui. On bloque. On comprend que c'est des protections, mais des fois, c'est bloquant. Parce que tu peux avoir des petits projets. Voilà, c'est pas grave.
Oui, c'est pas dramatique. Ça met pas en jeu la structure s'il y a une tesselle qui tombe. Et puis voilà. Puis une mosaïque, ça s'entretient. C'est pas éternel non plus. Même une mosaïque très bien posée, voilà, Fakina, c'était très bien posé. Mais au bout de 100 ans, 80 ans, il y a de l'eau qui arrive du toit. Et voilà, c'est pas la faute de la mosaïque. Bah ouais. Il y a le toit qu'il fallait entretenir, ils l'ont mal entretenu, l'eau est rentrée, et voilà, pour restaurer. En fait, peut-être la matière mosaïque, elle est assez éternelle, mais pas les enduits, pas les supports. Voilà, c'est vraiment ça qu'il va falloir restaurer. Ouais. Et la mosaïque n'est pas éternelle. Ça s'entretient. Oui, l'ensemble de la mosaïque, parce que le matériau, lui, par contre, il l'est. Ouais. Le matériau. Le marbre ou la pâte de verre, c'est éternel quand même. Le marbre, ça s'use. Ça dépend lesquels. Oui, ça s'use. Ouais. Il y a des pierres qui sont plus fragiles. Ouais. Oui, ça peut s'user. Des fois, on restaure des sols en marbre et le blanc, le noir, ça va. Toutes les parties qui sont faites en jaune, il n'y a plus rien, elles sont toutes creuses. Ouais, ça c'est étonnant. Ça vient vraiment de la nature de la pierre. Il y a des pierres qui s'usent plus vite que d'autres. Ouais. C'est passionnant. Oui, oui, c'est tout un monde. Ouais. Bon, et là, vous êtes sur quoi en ce moment? Vous travaillez sur la question qui... Non, on fait des devis sur devis, nous, là. Ah. On fait des devis. Non, mais c'est bien. C'est bien, mais pour l'instant, rien n'est signé. Mais oui. c'est vrai qu'on pensait que sortie confinement, il n'y aurait rien. Et puis, en fait, on nous appelle. On a plein de trucs. En tout cas, ça veut dire qu'il y a de l'envie. Ouais. Alors, sur les 10 devis, peut-être qu'il y en a un qui sort et que ça va être le début d'un chapelet de petits chantiers. Oui. Non, puis c'est marrant parce qu'il y a un des devis qu'on fait, c'est des gens, une dame, une archi qu'on a rencontrée il y a 3 ans. On avait démarché vers Paris et puis on a dû lui renvoyer 2 newsletters ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Et là, elle nous recontacte. Donc, des fois, ça met du temps, quoi. Souvent, il y a des projets qui sont longs, il y a des projets qu'il faut les laisser maturer un peu parce que les gens ne sont pas prêts. Voilà. En tout cas, là, ça fait souvent 2-3 ans. Quoi. Tout de suite. Hein. Ouais. Et en restauration, d'autant plus parce que au moment où les gens te contactent, ils n'ont pas le budget. Ils n'ont pas le budget, ou c'est des syndics, il faut mettre tout le monde d'accord, ou voilà, il faut faire les dossiers, il faut faire les machins, et puis on te rappelle 2-3 ans après. On fait ça, et puis sinon, on a quand même une mosaïque en cours. Ouais. On fait une pierre tombale en ce moment. Ok. Une commande pour une pierre tombale qui est assez grande. Des particuliers? Ouais. En fait, c'est le mari qui nous a contactés pour faire la pierre de sol pour sa femme. Et on les représente. C'est une peinture qui a fait le beau-frère. Du coup, c'est 2 portraits. Donc, c'est lui et sa femme. Lui et sa femme, mais plus jeune. Et c'est assez étonnant. Qui joue au domino. Il y a un arbre dans le fond et un squelette. Enfin, c'est une espèce de vanité. Enfin, c'est marrant. Donc voilà, c'est sympa à faire. Et ça va être grand, ça? C'est, je sais plus. Non, c'est pas très grand. Non, c'est 1m60 sur 80. Ok. Comme ça. Non, mais s'il y a 2 portraits à faire, ça ne va pas être non plus petits, trop fastouche. Hein. Non, ils sont tout petits. Justement, ils sont petits, donc plus c'est petit, plus c'est difficile. Et voilà, et après, on ne sait pas. Quoi, si, on attend les devis, quoi. On a un chantier de pose, mais rien de... On fait aussi de la pose de mosaïque industrielle. Ça, on accepte ça quand on n'a rien. Et on a accepté ça l'année dernière quand on n'avait rien. Mais sauf que le chantier, il n'a pas encore eu lieu. Donc, et puis, il a été retardé là, avec le Covid. Tout était à l'arrêt. Enfin, bref. Donc, on espère qu'il va démarrer bientôt parce qu'en fait, on a du mal à gérer le planning. Tout le monde... Voilà. Quand les gens se manifestent, après, ils veulent tout de suite.
Ouais. Et nous, on leur dit non, à la rentrée octobre, novembre, ils sont là, ah, quoi? Mais voilà. Ah, Nico s'en va. Au revoir, Ouais. Nico. Salut Nico. Bonne soirée, Nico. À la semaine prochaine. Salut Nico. Ah, Isabelle, on t'entend pas. Elle a coupé. C'est normal, j'ai coupé mon micro et j'ai pas le réflexe d'appuyer sur la barre. Je disais juste salut Nico. Bon, ça me fait bien plaisir de vous voir, les filles. Ouais, c'était chouette votre présentation. C'était sympa. C'était très chouette. Ouais. Ouais, très sympa. Bon, et on peut visiter votre atelier un jour? Ah bah oui. Écoute, Oui, quand on sera plus en déconfinement. En confinement. Oui. Non, oui, là, on rouvre à nos ateliers. Enfin, on a quelques élèves, en fait, qui viennent une fois par mois, et puis on fait un stage en été. En juillet, on va faire un stage. Ouais. Donc, on va bien mettre voilà, tout le monde à distance, etc. Mais on va le faire, le stage. Et puis, sinon, de temps en temps, il y a des portes ouvertes aux ateliers. Et après, on reçoit, si on est là, si vous passez, voilà, on n'a pas pignon sur rue, on n'est pas en centre-ville, mais nos portes sont ouvertes. Vous appelez. Si vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, il vaut mieux appeler avant parce qu'on n'est pas tout le temps à l'atelier. Ouais. Ok. Et le stage, alors, il est prévu sur juillet, mais vous avez mis quelque chose quelque part, une affiche Non, en On fait, fait pas trop de on est pub. très très mauvaise en com. Sur notre page Facebook Emma, il doit y avoir l'info. Ah ouais. Ah oui. Et sinon, on peut envoyer Oui, envoyez. On peut l'envoyer. Ouais, d'ailleurs, bah oui, Corinne, t'es plus dans nos contacts. Bah, Tu reçois pas nos mails? J'ai pas reçu vos mails, mais j'ai changé d'adresse mail, alors c'est de ma faute. C'est pour ça. Je te la mets. Ouais. Oui, si vous voulez recevoir nos newsletters, il faut vous pouvez sur notre site, à la page contact, vous pouvez nous envoyer juste un petit coucou en disant rentrez-moi dans votre newsletter et puis vous recevrez les infos. D'accord. Corinne, ah oui, je l'ai, Sabourdi. Sabourdi, Corinne. Voilà. Et tu as changé de nom, Corinne? Oui. Tu t'es mariée? Non, j'ai divorcé. J'ai l'inversaire. C'était l'un ou l'autre. Voilà, c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure que non, c'était Véronique qui disait que l'entreprise c'était pire que le mariage. Bon, ça dépend. C'est pas moi qui disais, c'est un ami. Un ami, ouais. L'association en société, c'est des fois pire que le mariage. Et alors avant, tu t'appelais comment? Sampéré. Sans Péré, je m'appelais. Bah, écoute, hop, je vais changer. On tape. Sans Péré, ouais. Voilà. Ok. C'est fait. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Oui. Ben, je pense qu'on va pouvoir, clore la soirée. Merci beaucoup à toutes les deux. Super, ouais, merci tout le monde d'avoir été là ce soir, c'est vraiment sympa. Merci, c'est Véronique. sympa. Très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Et puis jeudi prochain, pour celles qui peuvent être là, et sinon à nous lundi pour la suite. Oui. La Pascaline, j'ai pris ton adresse. Parfait. Bon, à bientôt. Super. À bientôt. Merci, Bonne soirée, bonne nuit, bisous. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.